animatrice. C'est bon, c'est Euh, enregistré. c'est bon parce que voilà, on a aussi beaucoup d'alumni qui nous demandent les replays et ça participe à constituer une histoire, un recueil de thématiques. Merci Marion. De rien. J'en profite pour rebondir tout de suite parce que, alors moi je me présente, je suis Caroline Desplat, j'étais dans la promo 96, donc une ancienne promo, et je suis intéressée par des replays justement des événements où j'ai pas pu participer. Ça c'est sur quelque part? Oui, tout à fait. Tous les replays sont disponibles sur la chaîne YouTube SK Alumni. Ah bah voilà, super. Et comment en être informé? Eh bien, on publie des news que vous recevez sous forme de newsletter hebdomadaire et auquel cas, vous n'avez plus qu'à vous connecter, enfin, à aller sur YouTube. Merci beaucoup. Alors, résultat immédiat du questionnaire, en grande majorité, vous êtes très curieux, donc c'est déjà c'est top. Ça montre qu'il y a quand même un intérêt sur le sujet sans forcément travailler dans le domaine. Donc, on va pouvoir enchaîner. Et donc, du coup, je pense que ça va être important, notamment d'évoquer nos notions clés. Alors, avec un super schéma qui a été conçu par l'ADEME. Alors, je suis désolée s'il est, quand on zoome, il est un peu flou, mais on n'avait pas meilleure qualité fournie par l'ADEME. Et donc, qu'est-ce que l'économie circulaire? Et donc, ça, c'est extrêmement important pour affronter le sujet. En fait, l'économie circulaire, c'est un système économique d'échange et de production qui vise, en fait, avant tout, dans un cycle de vie, à augmenter l'efficacité du produit, de son utilisation et de ses ressources, du coup, mais aussi à diminuer l'impact sur l'environnement de l'usage, mais aussi auprès des gens. Et en fait, ça va se faire sur 3 champs principaux. Donc, ce qu'on peut voir, donc, il y avait en bleu le champ de la production et de l'offre de biens de services. Donc, avec la partie approvisionnement durable. Là, c'est assez simple à comprendre, les extractions, l'exploitation et les achats durables. Est-ce qu'on va plutôt exploiter une mine de charbon au fin fond d'un pays obscur avec la traite des enfants, ou est-ce qu'on va se fournir à 100 km de chez soi ou un peu moins, sans qu'il y ait un rejet sur l'environnement qui soit notable. Donc ça, c'est des cas extrêmes, mais ça permet aussi de mieux comprendre le sujet. On va avoir un sujet aussi sur l'éco-conception. Alors, je viendrai un peu plus tard plus en détail, je vous expliquerai plus en détail ce que ça concerne, mais du coup, c'est aussi très important. On a également un sujet sur l'écologie industrielle et territoriale. Et là, l'idée, c'est d'optimiser les ressources sur un territoire auprès de plusieurs acteurs, comme un principe d'écosystème. Donc, optimiser ses déchets, son énergie, l'eau, les matières qu'on pourrait avoir besoin, même les expertises. Et donc, par exemple, une entreprise qui a besoin d'eau, mais qui la rejette derrière, peut-être qu'elle peut être utilisée pour une autre entreprise à proximité. Donc ça, c'est le principe d'écologie industrielle. Donc, on s'en sert des écosystèmes naturels pour les appliquer à l'économie. On va avoir aussi le principe d'économie de fonctionnalité. C'est un terme qui commence à être reconnu. En fait, l'idée, c'est de privilégier l'usage à la possession. Donc, plutôt que d'acheter une perceuse qui nous servira 2 fois dans l'année, pourquoi est-ce qu'on ne la louerait pas les 2 fois dans l'année où on en a besoin et le reste du temps, en fait, elle est utilisée par d'autres acteurs. Ça nécessite en fait de repenser son besoin initial, c'est-à-dire que ce n'est pas une perceuse dont j'ai besoin d'un outil qui me permette de percer une fois de temps en temps. Et donc, on repense un peu son usage initial. Donc ça va être la partie offre. Après, on a une partie aussi sur la consommation qui reprend deux idées. Donc la consommation responsable pour permettre à l'acheteur d'effectuer ses choix en prenant en compte tous ces impacts. Donc ça nécessite de sensibiliser, que les consommateurs soient des acteurs et donc aient l'initiative d'acheter un produit plutôt qu'un autre. Mais ça nécessite aussi qu'ils aient la capacité à choisir ces produits et à avoir les connaissances qui méritent cela. Typiquement, par exemple, Yuka est une application qui est vraiment facilitatrice dans cette consommation responsable. Donc, il y en a d'autres, hein, mais c'est un exemple. Donc, si le fabricant donne plus d'informations sur son produit, il va également faciliter le choix des consommateurs in fine. Le deuxième point sur la partie consommation, ça va être également l'allongement de la durée d'usage. Donc ça, on en parle de plus en plus.
avoir le recours à la réparation, à la seconde main, le fait que le produit soit plus ou moins facile à être réutilisé ou peut avoir plusieurs usages. Ça, c'est un point qui est également très important, de pouvoir allonger sa durée de vie et qu'on ait de moins en moins d'usages uniques. Et puis enfin, dernier point très important, la gestion des déchets. Pour limiter le déchet, et ce qu'on voit, on est sur un cycle qui est supposé être vertueux, donc l'idée c'est que les déchets puissent être réutilisés derrière, ils ne soient plus réellement des déchets, mais bien puissent combler l'offre des acteurs économiques. Donc ça, c'est dans l'idéal. Souvent, quand on parle d'économie circulaire, on pense vraiment à la partie déchets, recyclage, mais en vérité, il y a vraiment une boucle, et le plus important, il se fait paradoxalement plutôt sur la partie offre et sur la partie demande et comportement. Donc ça, c'est vraiment important à comprendre. Autre notion qui est également très importante, donc du coup, c'est des notions au pluriel, c'est une notion qui est autour du recyclage. Et donc je préfère rentrer un peu dans le détail parce que c'est un peu technique parfois. Je vais peut-être vous zoomer un peu le schéma. En fait, dans les notions de réemploi, on comprend la notion de recyclage, c'est une notion qui est facilement comprise. Mais en fait, il y a des notions qui sont aussi très importantes et qui sont parfois plus faciles à mettre en place. Et donc, je pense notamment au réemploi. Le réemploi, en fait, tout bêtement, c'est un produit qui conserve son statut de produit pour être réutilisé de la même manière. Donc là, c'est typiquement de l'occasion. Quand je passe par le Bon Coin, si je suis entre particuliers, j'ai acheté mon canapé sur le Bon Coin, il est passé d'un propriétaire à un autre, il a le même usage, il n'a pas changé. La rigueur, il a été nettoyé, mais on garde notre statut de produit. Pourquoi le statut de produit est important? En fait, quand un produit devient un déchet, il perd toutes ses qualités qu'il aurait pu avoir au départ quand il a été créé. Donc on perd par exemple d'un point de vue technique tout ce qui est normes anti-feu, tout ce qui est normes techniques, toutes les caractéristiques qui ont été validées dans la création du produit. Dès lors qu'un produit devient un déchet, tout est perdu. Donc il y a un petit flou un peu autour de ça, mais en gros, c'est quand on parle de réemploi, on reste en statut de produit et donc on garde toutes les qualités du produit initial. Si on parle en réutilisation, là, en fait, le produit est devenu un déchet. Donc on va utiliser ce déchet pour le réexploiter soit de la même manière. Donc par exemple, on a récupéré dans une déchetterie un canapé, on s'est dit qu'il allait pouvoir être réutilisé en canapé, voilà, ça on peut le faire. Mais ça nécessite qu'on n'a pas la garantie sur la qualité des produits, on ne sait pas c'est un déchet, donc on n'a pas la même qualité. Donc ça a très peu d'impact d'un point de vue particulier, on prend son propre risque. Mais quand on parle du bâtiment ou de l'aménagement, et notamment dans le professionnel, là on a un impact qui est beaucoup plus important et c'est plus compliqué de prendre un risque pareil. Donc la réutilisation, c'est du déchet qui est remis en état pour redevenir exactement le même produit ou un produit qui est similaire. Quand on ne peut pas réutiliser, on passe à une troisième étape qui est donc le recyclage. Et donc là, on va prendre le produit qui est devenu déchet, le séparer, le trier en matière. Donc ça, c'est très simple, le recyclage, on comprend très bien, je ne vais pas m'attarder dessus. Et l'idée, c'est que chaque matière puisse être réutilisée de nouveau. Il y a beaucoup de matières sur lesquelles ce n'est pas forcément possible, où on n'a pas les capacités sur le territoire, où c'est trop cher, ça arrive aussi. Et donc, du coup, au lieu de recycler, on va valoriser énergétiquement. C'est tout bêtement brûler dans des infrastructures. On pense notamment, parfois c'est dans des cimenteries, mais on a également plus proche de chez nous des usines qui sont en capacité de faire ça et qui valorisent énergétiquement la matière. Ça, c'est les éléments principaux. Après, quand il y a une notion qui n'apparaît pas dans ce schéma, c'est quand on est quand on ne peut pas valoriser énergétiquement parce qu'on n'a pas la place, parce que c'est pas possible, c'est trop dangereux ou autre. Et donc là, on va être sur un principe d'enfouissement et c'est la pire chose à faire, bien entendu, mais ça arrive encore et c'est encore très très présent. Quand on ne sait pas recycler, quand on ne sait pas valoriser, on enfouit les déchets. Voilà, donc ça c'est les grandes idées. Après il y a aussi une notion que je vais aborder et je pense que c'est intéressant de l'aborder ici même si elle n'est pas indiquée sur le schéma. C'est la notion d'upcycling que vous entendez de plus en plus, je pense. On en parle notamment pas mal dans la mode. Et donc l'upcycling, c'est l'action de récupérer des matériaux ou des produits dont on n'a plus l'usage. Donc ça peut être des déchets, mais ce n'est pas nécessairement des déchets, afin de les transformer en des matériaux ou produits de qualité ou d'utilité supérieure. En fait, upcycling, en version française, c'est valorisation, c'est recyclage par le haut.
Et donc l'idée, c'est de faire un produit de meilleure qualité à partir de rebuts, de déchets, mais ce n'est pas nécessairement des déchets. Donc on va par exemple réemployer des matières, donc des matières qui ont encore leur statut de produit et donc toute leur qualité, pour en faire de nouveaux produits de meilleure qualité. Si je prends un exemple qui est vraiment le plus classique, mais c'est devenu un cliché, donc pour bien comprendre, c'est par exemple la palette en bois. On récupère chaque morceau du bois de la palette et on en fait un nouveau produit. Ça pourrait être un super banc, un sapin de Noël. Voilà. On fait quelque chose de mieux avec le produit, le déchet qu'on avait initialement. Donc ça, c'est toutes les notions autour du recyclage. Si jamais vous voulez que je précise un peu plus, n'hésitez pas. Donc ensuite, ce que je vous avais promis, c'est la notion d'éco-conception, puisqu'en fait, pour pouvoir recycler ou réutiliser ou réemployer, il faut que le produit soit bien conçu à l'origine. Je pense notamment si on est sur des produits qui sont collés ensemble, c'est tellement difficile de les séparer qu'on ne peut pas récupérer la matière. Donc du coup, on valorise énergétiquement ou on enfouit. Donc voilà, il y a toutes ces notions-là qui sont un peu compliquées. Et donc du coup, la notion d'éco-conception, donc les entreprises ont de plus en plus une démarche d'éco-conception, c'est-à-dire de penser, en fait c'est un peu le principe de l'économie circulaire, mais appliqué à une entreprise ou à un produit, de penser le cycle de vie de son produit. Donc dès le départ, on pense à son extraction de matières premières, à comment est-ce qu'on le fabrique, est-ce qu'on, d'un point de vue sanitaire, d'un point de vue environnemental, on pense également au transport. Est-ce que je vais chercher mes produits à l'autre bout de la planète et en avion, ou est-ce que je vais les chercher, est-ce que j'ai créé un espace un peu écosystémique et donc du coup à 10 km de chez moi, j'ai les fabrications que je peux. Comment est-ce que j'utilise le produit, quel est l'usage de mon produit réel, et comment est-ce que je prolonge la durée de vie du produit que je vends. Produit au service, d'ailleurs, ça peut être aussi des services. Et puis, comme j'en ai parlé, le tri fin de vie, comment est-ce que je facilite sa fin de vie une fois que l'usage est dépassé. Je vais prendre un exemple qu'on m'avait cité une fois et je trouve très intéressant. Le besoin initial, ça va être de créer un banc sur la place de la Bastille. Donc la place de la Bastille, pour ceux qui ne sont pas forcément parisiens ou qui ne connaissent pas très bien, c'est une place avec beaucoup de manifestations, mais aussi le reste du temps, énormément de skateurs à être ici, à être présents. Et donc du coup, sur ce banc, on pourrait se dire qu'un banc, si on a envie de le faire de la manière la plus éco-conçue, on va prendre en termes d'extraction de matière des produits qui sont de faible capacité, enfin de faible impact. Donc, alors là, c'est un cliché, mais on va dire en prenant du bambou, c'est pas forcément le plus positif, mais par exemple, un bambou, fabrication, ça coûte pas grand-chose, en transport, c'est très léger, donc c'est parfait. Imaginons-le qu'on le fasse en kit, ça sera génial. Puis en fin de vie, on saura quoi faire du bambou. Autre solution, on fait un banc en béton. Par contre, on n'est pas top en extraction de matières premières, on n'est vraiment pas ouf. En fabrication, on peut faire mieux. En transport, c'est extrêmement lourd. Et en fin de vie, c'est pas dingue. Par contre, ce qui différencie ces deux choix, ça va être l'usage. C'est-à-dire qu'un banc en bambou sur la place de la Bastille, ou place de la République d'ailleurs, enfin toutes les places où on a un peu de monde et qui c'est un mobilier urbain assez utilisé, un banc en bambou, il faudrait presque en avoir un tous les jours, alors qu'un banc en béton, certes, ça a un impact très fort au départ, mais sur le long terme, quand on pense sur le long terme, l'impact sera vraiment réduit. Et en fait, dans la notion aussi d'éco-conception, on va avoir aussi le principe de durabilité qui est très important. C'est il faut concevoir un produit, mais il faut concevoir aussi le penser dans le temps. Et faut pas parfois, il y a certains arbitrages qui sont à faire selon cette durabilité. Donc voilà. Alors, je vous ai peut-être un peu assommé avec ces notions clés, mais c'était la dernière que je voulais aborder. Après, on va rentrer un peu plus dans le cœur du sujet sur ça, avec quelques chiffres qui vont peut-être faire un peu peur. Alors, si on prend le secteur du bâtiment, c'est juste l'un des secteurs les plus polluants qu'on pourrait avoir, notamment parce qu'on a 50% des matières premières qui sont extraites en Europe qui sont destinées au secteur du BTP. Dans ces matières premières, on a par exemple un tiers de la consommation d'eau en Europe qui est destinée au BTP. On a, si on prend en France,
c'est le secteur numéro 1 en consommation d'énergie en France. Moi, ce que je trouve qui est intéressant, c'est de montrer que, en fait, le BTP en France, c'est 1,1 tonne d'équivalent pétrole consommé annuellement par Français. Donc, en plus de ce qu'on consomme nous dans tout le reste de notre secteur, il faut qu'on attribue 1 tonne d'équivalent pétrole en plus lié au BTP. Donc, on a un secteur, c'est un secteur qui consomme énormément, avec par exemple une consommation en sable qui est monstrueuse. Il faut savoir que le sable, c'est la 3e ressource la plus exploitée dans le monde, après l'eau et l'air. Et donc, on a affaire à une crise de la matière qui est sans précédent sur le BTP. Et en parallèle, le BTP, ça génère environ 46 millions de tonnes de déchets par an en France. Donc, bon, c'est un petit chiffre, bien entendu. Ça a un coût, en fait, cette gestion des déchets. Donc, 2,54 milliards d'euros pour un an seulement, pour le BTP. Et en fait, ce qui est dingue, ce qui est encore plus dingue, c'est de se dire que les matières qu'on a utilisées, les ressources qu'on a utilisées au départ, qu'on a extraites pour le BTP, donc eh bien, il y a 10 à 15% de ces ressources qui ne seront jamais utilisées, qui iront directement au stade de déchets. Donc là, on se dit qu'il y a peut-être un problème. Et donc voilà, donc il y a le fait d'appliquer l'économie circulaire au secteur du bâtiment, ça permettrait, de réduire un peu l'utilisation de la matière, parce qu'on aurait plus, on penserait mieux ces bâtiments dans le temps, mais aussi en termes d'usage de la matière, et puis on pourrait peut-être avoir un peu plus de réemploi, et donc aussi également avoir moins de pertes. Et donc ça peut permettre également de faire des économies assez faramineuses, notamment dans l'élimination des déchets. Donc ça, c'est sur la partie secteur du bâtiment. J'espère que vous n'avez pas perdu. Voilà. Après, sur la partie mobilier, aménagement, j'ai quelques autres chiffres qui sont qui sont quand même moins flagrants, mais qui sont quand même importants. Donc, il faut savoir qu'on dépense presque 10 milliards d'euros de meubles neufs par an en France. Et dans ce même temps, c'est pas tout à fait la même année, mais on est dans les mêmes idées. Il y a 2,64 millions de tonnes de déchets par an qui sont du mobilier. Et en fait, ça représente 29% de tout ce qui est en déchets, donc c'est quand même important, presque un tiers. Et en fait, dans ces mobiliers qui sont en fin de vie, il n'y en a que 4% qui sont réemployés ou réutilisés. C'est-à-dire que le reste est soit recyclé, soit valorisé énergétiquement. Il faut quand même savoir qu'on a quand même beaucoup de valorisation énergétique, notamment quand on parle de bois ou de composés à base de bois. Il y a énormément de choses qui sont valorisées énergétiquement. Et on a même parfois, en fait, des usines qui sont plus en capacité de récupérer le bois parce qu'il y a un surstock de déchets de bois, ce qui est un peu paradoxal. Donc voilà, donc ça c'est les chiffres qui font un peu peur, mais je vous rassure, on a des solutions. Et donc je vais pouvoir aborder la partie un peu plus sympa sur les bonnes pratiques qui peuvent exister. Donc l'une des bonnes pratiques, c'est déjà de concevoir différemment, et là je vais montrer que c'est possible. Donc on a par exemple la ferme du Rail dans le 19e arrondissement de Paris, qui a été construit en fait à 90% à partir de matériaux biosourcés. Donc preuve que c'est possible. Biosourcés ou réemployés, donc avec un usage de matière qui était déjà existante. Donc on a fait en boîte de paille, en isolation, mais ce qui est intéressant aussi, c'est toute l'intégration qui a été faite de matières issues du réemploi. Donc avec un mur qui est construit à partir de pierres qui étaient disponibles à proximité, dont on ne savait pas quoi faire, parce que quand c'est des pierres issues des voiries parisiennes, souvent il faut prévoir l'élimination de ces pierres pour les envoyer ailleurs. Et là, en fait, du coup, on a fait une économie double, c'est-à-dire qu'on a économisé de la matière d'un côté, mais on a aussi économisé le coût d'élimination de cette matière initiale. Les jardinières ont été réalisées à partir de fenêtres en bois. Il faut savoir qu'avec tout ce qui est économie d'énergie, on replace toutes nos fenêtres en bois. C'est souvent du bois de très très bonne qualité. Qu'est-ce qu'on en fait? Et en fait, on a des acteurs qui ont décidé de réutiliser cette matière pour en faire de super produits. On va avoir parfois des créations de tables qui sont vraiment magnifiques. Là, ici, ce sont des jardinières qui ont été réalisées dessus. Et puis, on peut avoir également, par exemple, des armoires fabriquées à partir de déchets de bois de l'événementiel, parce que l'événementiel est aussi un très beau secteur consommateur de déchets.
Voilà. Ensuite, autre principe, toujours en concevoir différemment. Donc là, je vous ai pris l'exemple du Tipeee. Alors, donc le Tipeee, c'est un produit qui a été imaginé par une entreprise qui s'appelle Rousseau Agencement, donc qui, par son nom, fait l'agencement principalement. Et en fait, ils se sont dit qu'ils allaient éco-concevoir un produit à partir de leur chute de production. C'est-à-dire qu'ils ont imaginé leur produit à partir des déchets qu'ils avaient. Donc vraiment sur la partie extraction, quand on repense le cycle de vie, ils sont vraiment partis de la matière qu'ils avaient à l'initiale pour imaginer le produit. Et donc, en fait, ils ont imaginé un procédé où les chutes de production sont récupérées tout au long de la semaine et puis ils sont usinés au fur et à mesure dans des tailles standards pour que dès qu'il y a un besoin, on puisse créer un Tipeee sur demande. Et en fait, ce qui est intéressant, c'est qu'on n'est plus sur une démarche artisanale. Là, on est vraiment sur du semi-industriel sur cette capacité-là, c'est-à-dire qu'ils ont capacité à répondre à une très forte demande. Il faut savoir que bon, forcément le design a été pensé pour limiter les chutes des chutes, on évite de recréer d'autres chutes. Le bonus, c'est-à-dire que c'était censé être une tare, qu'on ait plein de pièces différentes et de couleurs différentes, et ben là on est sur un coloris qui est unique, enfin, le produit sera unique et les coloris peuvent forcément nécessairement être personnalisés. Ils ont aussi utilisé, étant des agenceurs, ils ont utilisé un partenariat pour la partie tissu et mousse, et pareil ce sont des mousses et des tissus qui viennent d'un de leurs fournisseurs et partenaires qui ont des chutes. Et donc, du coup, là, on est vraiment sur un produit ultime. En fait, on a que les roulettes qui sont en plastique et qui sont neuves. Donc, c'est ça qui est génial. Et en fait, on n'a pas oublié la partie usage, où en fait, le produit a été aussi pensé pour être vraiment bien utilisé. Il est mobile, il est orientable et surtout, mobile dans le sens où en fait, on peut le déplacer dans les bureaux avec ses roulettes sans problème. Donc, on facilite la flexibilité dans les espaces. Il a un petit bémol, c'est que c'est le prototype numéro 1. Si vous êtes rubimène un peu bien carré et un peu grand, il ne sera pas tout à fait adapté pour votre morphologie, mais je pense qu'on aura de nouveaux projets qui seront faits par la suite. Donc voilà un beau projet de conception différente. Alors ensuite, autre bonne pratique qui pourrait être intéressante, c'est d'offrir une seconde vie à des produits, à des matériaux. Donc là, typiquement, c'est un produit. Je ne sais pas si vous êtes familier avec les dalles de faux plancher. Donc les dalles de faux plancher, c'est les dalles qui permettent de passer les câbles en dessous et donc d'avoir des arrivées électriques juste pile poil où vous avez besoin. Et donc du coup, ces dalles, lorsqu'on déconstruit un immeuble, parfois juste quand on rénove un immeuble, ces dalles à l'origine étaient prévues d'aller en recyclage immédiat. Et donc, on récupérait uniquement la matière quand c'était possible de la récupérer, ou alors ça partait en valorisation. Et en fait, il y a Mobus Réemploi qui s'est dit que c'était peut-être intéressant plutôt directement de récupérer le produit et de refaire un produit. Et donc, si on repense au schéma que je vous ai présenté, de vraiment dans la partie réemploi pur. Alors, en fait, on est comme sur un produit qui a été utilisé, et donc ça nécessite, pour garantir la qualité du produit derrière, ils ont quand même mis en place une démarche de reconditionnement pour garantir la qualité du produit initial. Donc on est à cheval entre le réemploi et la réutilisation pour redonner tout l'âge d'or du produit et faire que le produit sera de qualité équivalente à un produit neuf. Et ce que vous pouvez le voir là, vous avez une photo avec le stock, enfin une partie de leur stock. Là, on n'est plus sur un processus artisanal, on est bien sur un processus industriel avec une capacité à répondre à des appels d'offres qui est assez conséquente. Donc Mobus Réemploi a commencé avec ces faux planchers, mais ils ont l'objectif de pouvoir aussi développer d'autres matériaux issus du réemploi. Autre réemploi, donc là on repart sur le mobilier. Là on a donc une entreprise d'agencement, une menuiserie, qui était assez frustrée lors de ses projets d'avoir des chutes de panneaux, notamment de panneaux mélaminés. Le mélaminé, c'est pas le matériau issu du bois qui est le plus facile à recycler, puisqu'on a des solvants et on a la surface qui est sur le dessus est en plastique. Donc ça peut se valoriser énergétiquement, mais pas dans toutes les
Pas dans toutes les usines. C'est surtout les cimenteries qui savent gérer la partie. En fait, il faut des fours assez qui vont très fort, qui vont chauffer très fort. Et donc, du coup, on a une partie du mélaminé qui est enfouie. Et donc, là, on était sur un produit qui n'a jamais vécu, qui allait partir directement en déchets et en valorisation, en enfouissement. Donc, ils ont décidé de récupérer toute cette matière et de se dire qu'ils allaient en créer un produit unique. Et donc, ils ont lancé un concept donc avec la ligne Vertuose, qui est du coup de créer des plateaux à partir de chutes de plateaux. Et donc, ce qui était censé être une faiblesse, les chutes de taille et de formes différentes, on est devenu une vraie force, c'est-à-dire qu'on a une vraie ADN de la ligne Vertuose avec tout ce principe un peu de mosaïque. Le petit bonus, c'est que ces chutes, elles sont, ces plateaux réemployés sont fabriqués par des jeunes qui sont éloignés de l'emploi. Donc là, on a une vraie démarche sociale derrière, puisqu'en fait, les jeunes peuvent du coup s'insérer, découvrir ou redécouvrir le marché de l'emploi, le monde de l'entreprise, de façon un peu plus sereine, parce que l'atelier de la ligne Vertueuse est directement intégré à la menuiserie, donc ça permet aussi de comprendre comment une entreprise fonctionne de l'intérieur. Et en échange, en fait, on leur finance une formation, c'est-à-dire que 20% des produits qui sont du prix du produit qui est vendu sert à financer la formation des jeunes. Donc, si par exemple un jeune veut financer son permis de conduire pour pouvoir derrière aller travailler ou postuler à des offres intéressantes, par exemple, il va rester 6 semaines dans l'atelier à fabriquer. Donc, en fait, l'idée n'est pas de former des menuisiers, l'idée c'est d'insérer des jeunes, leur refaire découvrir le marché et puis de leur offrir une formation, mais ça peut être une formation de coiffure, de manucure, sans aucun problème. Voilà pour ça. Autre bonne pratique, en plus celle-ci, c'est une bonne pratique créée par un Escaïen qui s'appelle Thibaut Jean-Baptiste. Donc s'il est là, il peut intervenir. Donc voilà, donc là on est sur une autre bonne pratique, c'est d'offrir une seconde vie, mais on ne peut pas utiliser le réemploi. Là on est parti sur la dernière catégorie, la partie recyclage, donc du recyclage de plastique. Et donc Fourniture for Good, qui a été co-créé par Thibaut, a pour idée d'utiliser un matériau qui s'appelle le pavé, qui est conçu à partir de plastique recyclé, et en fait des tables et des chaises. Donc les armatures sont faites en acier, et l'acier c'est le métal le plus recyclable. Et donc du coup, pareil, l'aspect qui était censé être un peu négatif, c'est-à-dire que le plastique, on ne peut pas garantir la colorimétrie exacte et avoir un plateau qui soit tout noir. Voilà. Là, l'idée, c'est justement d'en profiter pour en faire une force et donc un atout. Donc, vous allez pouvoir choisir le coloris bidon blanc, poubelle jaune, bouchon vert. Voilà, il y a une colorimétrie qui est possible. Et il faut savoir que ce matériau qui a été conçu par le pavé, là, le plastique, en fait, il est utilisable un peu comme du bois, on peut le percer facilement, on peut y faire énormément de choses comme le même principe que du bois, donc on a une infinité de possibilités. Et quand il n'est pas collé à autre chose, il est aussi recyclable. Et donc ça, c'est aussi très intéressant, c'est-à-dire qu'on prolonge sa durée de vie même après. Voilà. Et juste, je me permets d'intervenir parce que j'ai vu que Thibaut était là. Ah. Donc, Thibaut, si tu veux ajouter quelque chose, je te laisse. Mais c'était juste pour le préciser à Marion parce qu'elle ne t'a pas vu, je crois. Si elle cherche un poste de commercial, il n'y a pas de non, juste le détail, c'est que cette première collection, donc qui est en plastique recyclé, est vouée à avoir des petits frères et des petites sœurs et pas forcément que en plastique. L'idée de Furniture for Good, c'est de devenir une référence dans l'édition de mobilier avec tout type de déchets. On est en cours de prototypage avec des déchets du BTP, on en parlait au début du BTP. Donc, on va faire du mobilier en briques, en verre, en marc de café, en plein de choses. On va faire du mobilier en filet de pêche recyclé, en coquille de moule, en coquille d'huître. Voilà, l'idée, c'est vraiment d'aller puiser ces ressources qui sont déjà existantes, donc sans aller réattaquer la planète pour aller chercher de nouvelles ressources. On va prendre ces déchets, les mettre dans le circuit de fabrication de nos meubles. Et surtout, l'idée, c'est de penser au coup d'après. C'est de dire, nous, notre idée, c'est pas vendre notre mobilier et on laisse tomber nos clients, c'est de les accompagner jusqu'à la fin de vie du mobilier pour les récupérer et ensuite les remettre dans le circuit de production. C'est retirer des déchets de la planète et qu'on ne remette pas de déchets dans la nature, quoi. C'est qu'on ait ce circuit vertueux le plus longtemps possible.
Voilà. Merci Thibaut. Génial. Tu as pu illustrer encore un peu plus en détail ce qu'on disait. Après, si on ne veut pas forcément... il y a aussi un autre enjeu qui est aussi très important, qui est de mobiliser et de sensibiliser les acteurs à l'économie circulaire appliquée au bâtiment et à l'aménagement. Alors sur la partie bâtiment, il y a en effet un peu de travail. Du coup, par exemple, on a de nouvelles plateformes qui voient le jour. Alors là, on a une plateforme complètement en ligne et dématérialisée qui s'appelle, donc c'est Bacassia qui a créé ça, donc il y a une marketplace. Et l'idée, en fait, c'est de mettre en contact ceux qui ont des futurs déchets dans le monde du bâtiment, principalement, donc avec des cloisons, tout ce qui est moquette également. On pourrait avoir aussi, on a un peu de mobilier parfois, mais on peut avoir des cuisines, ou parfois on a carrément même quand je parle de moquettes, ça peut être des moquettes qui sont installées au sol, mais ça peut aussi être des restes de moquettes suite à un surplus de fin de chantier, c'est-à-dire qu'on n'a pas installé toute la moquette sur le sol, mais elle est vouée à être jetée si elle n'est pas réutilisée parce que la palette a été entamée. Mais là, du coup, l'idée, c'est de les mettre sur cette plateforme. Et en fait, derrière, on a des acheteurs qui sont des professionnels avant tout. C'est peut-être ouvert en particulier, mais je sais que c'est avant tout orienté professionnel, notamment par la matière qui est récupérée. Et là, les professionnels peuvent venir chercher directement sur le site l'ensemble des produits qu'ils ont souhaité acquérir. C'est à eux, par exemple, de démonter éventuellement les cloisons ou autres si ce n'est pas déjà fait. Mais ça permet aussi, en fait, comme on prend le produit dès le départ, on n'a pas la case déchets et donc on gagne, en fait, là on est vraiment sur un processus de réemploi et non pas sur un processus de réutilisation. Et c'est vrai que c'est très intéressant. Par exemple, la moquette qui était sur son rack, en fait elle est encore neuve, donc on n'a aucun souci sur la qualité. Si elle a déjà été utilisée, elle va quand même pouvoir conserver toute sa qualité qu'on lui avait attribuée au départ, tant que ce n'est pas une qualité qui s'altère dans le temps. Si par exemple sur une garantie que vous aviez sur 10 ans, si le produit n'a que 2 ans, eh bien, en fonction de comment vous l'avez démonté, vous pouvez conserver cette garantie de produit. Donc ça, c'est hyper intéressant. Ça gagne à être connu. Il y a de plus en plus de choses qui se développent, mais c'est un exemple de solutions de mobilisation et de sensibilisation au sujet. Et en fait, ça facilite le lien entre les différents interlocuteurs. Autre écosystème qui peut être créé, celui-ci n'est pas en ligne, cette fois-ci il est vraiment physique. Donc c'est la plateforme d'interchantier Noé qui est située à Bordeaux. Donc ça a avant tout été créé par l'EPA Euratlantique, donc qui est une entreprise, qui est un groupement autour de Bordeaux, Suez et FH, donc vraiment avec des gros du secteur. Et donc on a décidé de créer une plateforme de services mutualisés. L'idée c'est de mettre en commun certains services. Ça va être les bases de vie, la déchetterie, mais ça peut être aussi tout ce qui est food truck, par exemple. Il y a des food trucks qui sont déjà prévus et qui peuvent se déplacer selon les chantiers et la taille des chantiers. On va avoir aussi, par exemple, donc la déchetterie qui est dans un seul endroit, donc qui permet aussi de faciliter l'accès. C'est-à-dire que si on a la déchetterie qui est à proximité des bureaux, si on se rend compte qu'on a besoin d'un produit en matériaux qu'on peut réutiliser, c'est plus facilement accessible. On gagne aussi pour répertorier les matériaux qui sont disponibles. On va gagner du temps et aussi en fait de l'argent sur ce sujet-là. Et puis aussi, processus un peu unique, il a été implanté à l'intérieur de cette plateforme un lieu de formation et de sensibilisation des salariés sur les sujets environnementaux. Parce que pour pouvoir aménager et créer des bâtiments durables, il faut aussi que les acteurs du secteur soient en capacité de le faire et donc à la connaissance sur ces sujets. Donc voilà, donc ça c'est un type de bonne pratique qui peut être assez intéressante. Donc je me suis concentrée de quelques bonnes pratiques parce que je voulais qu'on consacre un peu de temps après derrière sur les freins et les enjeux. Après, si vous voulez, j'en ai plein d'anecdotes sur les sujets. Alors les freins. La partie un peu négative du sujet, le premier frein, en fait, ça va être le frein en termes de qualité. Est-ce que mon produit, qui est d'occasion, n'est pas un peu moins bonne qualité qu'un produit neuf? Ça, c'est ce qu'on avait très facilement comme idée sur certains sujets. C'est en train de se réduire, notamment dans notre vie courante. On accepte de plus en plus facilement d'acheter
des vêtements qui soient d'occasion. On accepte de plus en plus souvent d'acheter du petit mobilier d'occasion. Par contre, sur la partie bâtiment et sur la partie aménagement, c'est un peu plus compliqué. Donc, il y a cet enjeu-là derrière. Et en fait, c'est aussi lié au statut du déchet. On l'a vu, passer du statut de déchet fait disparaître aussi certains attributs du matériau. Et à quel stade on passe réellement du statut de déchet, s'il y a un flou juridique en fait, derrière ça, qui n'incite pas forcément les décideurs à inclure le réemploi et la réutilisation, parce qu'on a un petit flou. C'est pas toujours évident de combler ce flou. Par exemple, Mobius l'a très bien fait en reconditionnant ses produits, mais c'est pas toujours simple selon les produits ou les matériaux à réutiliser. Et ça nécessite également du coup d'avoir une expertise sur les performances techniques, c'est-à-dire qui est qualifié pour dire que le produit a gardé sa performance totale, partielle, que ce matériau-là est encore de très bonne qualité, on peut encore le garder et l'utiliser pour un autre projet. Ça, c'est un sujet qui est pas forcément, enfin une expertise qui n'est pas forcément maîtrisée par beaucoup de maîtres d'œuvre. Donc du coup, ça limite aussi le réemploi sur ces sujets-là. On va aussi avoir une notion, ça c'est vrai pour le bâtiment, une notion d'assurabilité. Puisque du coup, en fait, le constructeur, quand il construit un bâtiment, il a une garantie décennale qui fait qu'il est responsable durant 10 ans des travaux qu'il a engagés. Et en fait, les produits issus du réemploi, les matériaux issus du réemploi, ne sont pas toujours, voire jamais, couverts par cette assurance. Donc du coup, en fait, ça rend risqué le fait d'utiliser du réemploi, puisque du coup, si jamais il y avait un problème, le constructeur devra payer de sa poche s'il y avait un problème, alors que les produits neufs sont assurés. Autre sujet, là, on va parler de stockage. Il est souvent difficile de valider un modèle économique pour les matériaux, pour stocker les matériaux. On a actuellement peu de structures et souvent sous le statut d'associatif. Mais je peux vous en citer quelques-uns. Par exemple, on a Mineka côté Lyon, on va avoir la réserve des arts du côté de Paris et à Marseille. Donc là, c'est plutôt orienté pour l'aménagement et pour le mobilier, mais on a également quelques structures dans le bâtiment qui sont en train de se créer, même si ce n'est pas forcément très simple. Autre sujet là qui a trait plutôt à l'humain, donc on a un manque de connaissances et vraiment d'envie de faire bouger les choses. En gros, c'est un peu le poids des habitudes aussi, c'est-à-dire que j'ai toujours fait comme ça, pourquoi est-ce que je changerais? C'est toujours un peu compliqué de faire évoluer, de faire changer les habitudes des gens. Et on ne maîtrise pas forcément tous les sujets, et dès qu'on gratte un peu, on se rend compte que ça peut être de plus en plus complexe. Donc, on n'a pas forcément envie du coup d'aller plus loin. Donc, ça, c'est un vrai frein en fait. Et puis, dernier point, c'est le manque de visibilité. Il y a beaucoup d'initiatives qui sont existantes, mais elles ne sont pas forcément connues des décideurs ou des acheteurs ou des maîtres d'ouvrage dans le bâtiment. Donc, c'est pas évident en fait ça va au bouche à oreille souvent, et donc l'image de l'iceberg là est très représentative, c'est-à-dire qu'on connaît une toute petite partie, et même moi qui suis un peu dans le milieu, je suis certaine de ne pas connaître toutes les initiatives qu'il y a sur le sujet, que ce soit de l'aménagement durable ou même du bâtiment, qui est du coup un peu moins mon expertise. Mais voilà, donc il y a un vrai frein qui est il faut se faire connaître, mais pas que de son entourage proche. L'idée, c'est de réussir à être reconnu pour que spontanément, on pense à nous quand on veut créer un bâtiment, refaire sa déco, faire de nouveaux espaces de travail, qui est aussi une alternative qui soit directement envisagée. Et pour le moment, ce n'est pas forcément le cas. Et Marion, il y a une question du coup de Clément par rapport à tous ces freins que tu as évoqués, Ouais. Qui demande en fait si ce n'est pas tout simplement lié surtout à la capacité de pouvoir d'achat. Alors, en fait, on pourra le voir, enfin, je pense que j'en parlerai un peu plus tard, mais c'est pas forcément le prix qui va bloquer, notamment dans le bâtiment, c'est pas forcément une contrainte de prix. Il faut savoir qu'en effet, quand on fait du réemploi ou de la réutilisation ou du recyclage, la matière initiale ne coûte pas très cher. Elle coûte plus cher c'est l'humain qui coûte cher pour la remettre en état, etc. Donc il y a la matière en tant que telle ne coûte pas très cher, c'est plutôt l'humain qui va fabriquer qui va coûter de l'argent. Mais en fait, ce qu'il ne faut pas oublier, c'est que derrière, les déchets, quand on en a, ça coûte extrêmement cher. Et c'est pas forcément les mêmes personnes qui payent le coût d'élimination et le coût de fabrication. Donc si on fait le rapport, en fait, non, c'est pas forcément un problème de pouvoir d'achat. Ça pourrait coûter plus cher, et sur certains sujets, ça coûte plus cher à l'heure actuelle,
Mais justement, le fait de... du coup, je vais pouvoir passer au levier suivant. Le fait de pouvoir augmenter l'économie circulaire en termes de quantité sur notre économie actuelle, ça permettrait en fait justement de baisser les coûts et donc du coup de rendre encore plus accessible l'économie circulaire et les produits issus du réemploi ou du recyclage. En fait, à qualité équivalente, ça coûte pas forcément plus cher. Je pense notamment, moi, sur mon secteur, quand je vends du mobilier, on m'a déjà posé la question, oui, forcément, tes produits sont plus chers. À qualité et à design équivalent, non. En fait, pour se rendre... pour valoriser le coût de leur production et notamment de l'humain qui doit intervenir pour remettre en état et pour repenser le modèle et l'éco-conception, ils vont du coup devoir penser d'un point de vue design différemment et du coup forcément on va avoir un surcoût d'un point de vue humain, mais qui en fait est compensé par la qualité du produit et par le design du produit. Donc on va avoir un produit qui va durer beaucoup plus dans le temps notamment, mais également qui va être beaucoup plus intéressant qu'un produit plus classique qui n'aura pas forcément été pensé de cette manière. Donc c'est pas forcément vrai, ça peut l'être encore un petit peu, mais c'est pas le frein majeur, je pense, qui nous bloque. C'est pas le pouvoir d'achat. Si je peux intervenir une toute petite seconde sur la partie bâtiment et notamment bâtiment tertiaire, concernant justement la réutilisation des ressources, le cradle to cradle, donc du berceau au berceau, c'est quelque chose qui fait l'objet d'une très grosse réflexion au niveau des professionnels de l'immobilier, des constructeurs, des maîtres d'œuvre, et justement il y a une demande peut-être plutôt sur le tertiaire, je ne parlerai pas forcément du logement, mais il y a une demande de la part des acquéreurs, des preneurs, des locataires, d'avoir justement des bâtiments qui soient plus éco-conçus, qui soient plus respectueux de l'environnement. Eux, ça leur sert aussi parce que c'est eux qui payent les consommations sur place. Et il y a effectivement beaucoup de choses qui se développent, notamment des certifications C2C, des certifications un petit peu en pagaille. Donc effectivement, ça coûte un petit peu plus cher au niveau de la conception, ça demande un petit peu plus de réflexion, mais il y a une réelle demande du marché pour avoir plus de responsabilité, en fait, responsabiliser tous les acteurs de la chaîne vis-à-vis voilà, du réemploi des matériaux. Oui, tout à fait, Valentine. En fait, on est vraiment sur un surcoût qui sera la majorité de partie du temps lissé sur le long terme et sur l'usage notamment. Et ça, c'est un point qui est assez important. Sur les leviers possibles, on a un super levier et donc là, on est vraiment dans le moment clé. Donc, c'est le levier, c'est la loi et en fait, on a la loi de l'économie circulaire qui a été entrée en application ce mois-ci. Alors, il n'y a que quelques éléments qui sont rentrés en application. Il y a beaucoup de choses qui vont être à créer. Mais les points positifs, ça va être qu'il y aura prochainement un indice de durabilité sur des produits. On a déjà un indice de réparabilité sur quelques produits de la grande consommation qui va pouvoir quand même permettre de sensibiliser les consommateurs au sujet de la réparabilité. Et donc, même si c'est que sur certains produits, on nous espérait que ça pourra les sensibiliser au quotidien dans tous leurs achats. Autre point très intéressant, c'est la création d'une filière REP, donc c'est pour responsabilité élargie du producteur. Les REP, en fait, vous allez avoir pour l'ameublement de particuliers écomobilier ou pour les professionnels Valdelia. Et en fait, derrière ces REP, c'est la petite éco-participation, éco-contribution que vous avez à payer à la fin de chaque produit, souvent qui apparaît sur les factures. Et en fait, c'est le producteur qui met sur le marché, il doit inclure la prise en charge de la financière de fin de vie de son produit. Donc, il intègre ce prix-là dans son prix, donc qui est bien visible. Et en fait, on avait ça dans plusieurs filières, mais on ne l'avait pas encore dans les matériaux de construction. Donc ça, c'est hyper intéressant, c'est que désormais, on va pouvoir aussi identifier combien ça coûte de tel matériau à utiliser. Et en fait, là, derrière, on va aussi pouvoir avoir une prise de conscience que ce matériau-là, on a une éco-contribution qui est parfois plus importante ou plus faible, et donc ça, c'est intéressant. Il est également prévu de moduler les éco-contributions en fonction de l'éco-conception des produits. Ça, c'est un projet qui est prévu, donc on n'a pas encore de validation à ce stade, mais c'est dans la loi. Donc ça, c'est intéressant. Par exemple, si vous avez un produit qui est déjà éco-conçu ou qui est issu du réemploi, qui a été upcyclé, par exemple,
il pourrait avoir une éco-contribution un peu moindre par rapport à un produit qui est neuf et qui n'est pas forcément éco-responsable, en tout cas éco-conçu. Et ça, c'est très intéressant, parce que bon, à une pièce, on voit un peu la différence, mais c'est pas forcément énorme. Mais quand on est sur des quantités impressionnantes, on va être sur des marchés, notamment en B2B, là, on a un sujet qui est très intéressant, puisque du coup, on peut avoir un levier là-dessus. Et enfin, dernier élément intéressant sur cette loi de l'économie circulaire, il va y avoir la création d'un fonds qui est dédié à la réparation, au réemploi et à la réutilisation pour essayer de développer ce genre de sujet. Donc voilà. Ensuite, on va avoir en autre levier donc la commande publique. L'idée de la commande publique, en fait, pourquoi c'est intéressant? Parce que ça donne l'exemple, ça impulse, ça dynamise, et surtout ça aide à créer des marchés. C'est-à-dire que quand on fait une commande publique, il faut savoir que les collectivités ont l'obligation d'effectuer 30% d'achats durables. Alors le terme durable est assez vaste, mais ça incite les collectivités à intégrer des notions d'économie circulaire, notamment dans leurs appels d'offres. Et ça permet en fait de légitimer certains acteurs qui sont présents, ou aussi de faire bouger des acteurs en place qui vont avoir nécessité à pouvoir répondre à certains appels d'offres, et du coup de voir un peu bouger leur ligne. C'est aussi très intéressant puisque du coup ça permet de pouvoir créer aussi une offre un peu importante. Je prends notamment les JO 2024 qui se sont engagés à être autour de l'économie sociale et circulaire, mais aussi au niveau de l'environnement. Et donc du coup ça permet aussi de développer des marchés, de les rendre de passer certains marchés qui étaient plutôt artisanaux à des marchés qui sont semi-industriels. Je ne pense pas me tromper, mais il me semble qu'il y aura du mobilier fourniture for good dans certains lieux des JO 2024. Il y en a déjà dans le siège de l'organisation à Saint-Denis, où ils ont emménagé là, en fin d'année. Et pour compléter ce que tu viens de dire, effectivement, sur l'appel d'offres qu'on a remporté, la part de l'éco-responsabilité était quasiment égale à la part du prix dans la notation de l'appel d'offres. Pour joindre les faits à la parole, les JO sont très forts, donc c'est parfait. Donc voilà, donc on a cette commande publique qui en fait mine de rien a un impact et va aussi inciter, c'est normal que ce soit eux qui incitent avant les entreprises privées, mais voilà, donc il ne faut pas qu'il y ait qu'eux qui soient présents, mais c'est important. Ensuite, Marion, je peux te poser une question, oui. Thibaut. Quand tu parles d'obligation de 30% d'achat durable, c'est par rapport à quel texte qui a eu ça? Alors, je ne l'ai plus en tête. Moi, j'ai en tête la loi anti-gaspillage de février 2020. Non, c'est sorti avant, il me semble. J'ai appris cette information-là quand j'ai fait une formation justement sur tout ce qui est commande publique. Et donc, c'est les collectivités, toutes ne sont pas concernées. Et ça comprend dans les achats durables aussi des notions de local. Donc, c'est c'est assez vaste, cette notion-là. Et donc, peu l'ont encore vraiment appliquée, mais ils ont une tendance à devoir l'appliquer de plus en plus forte. Voilà. D'accord, top. Je pourrais essayer de retrouver l'information. Merci. Et Marion, je suis désolé, j'ai eu un petit problème technique, donc je suis pas sûr d'avoir bien entendu, mais il y a Nicole qui pose une question sur le nom du fonds. J'ai pas entendu ce de quoi tu parlais à ce moment-là, donc désolé, mais je crois que tu n'as pas répondu à la question par contre. Alors, on parlait de quel fonds? Je suis pas sûre. Nicole, je sais pas si tu veux prendre la parole. Et tu disais, Marion, qu'il y avait un fonds qui allait être dédié pour tout ce qui était aide. Oui. On a parlé juste après la modularité. Oui, tu as raison, Nicole. Donc, la création d'un fonds dédié à la réparation, réemploi, réutilisation. Je n'ai pas le nom, mais je peux le chercher et je te le transmettrai. Je transmettrai, peut-être que j'intégrerai dans la présentation ou autre. Super, merci. Mais voilà, je sais que c'est intégré à la loi de l'économie circulaire, mais je n'ai pas noté le nom du fonds. Voilà pour ça. Ensuite, autre levier possible, donc j'en ai un peu parlé, mais la massification de l'approvisionnement. Donc on va être pour garantir une hétérogénéité des flux, une qualité et une quantité, les acteurs doivent réussir à capter des flux qui soient à peu près homogènes. Et pour l'instant, ils sont loin de capter la grande majorité de tout ce qui va en incinération, ou recyclage ou en valorisation énergétique. Donc il y a l'idée aussi derrière
de réussir à trouver des bonnes sources pour derrière pouvoir faciliter en fait la préparation à la réutilisation ou au réemploi. Puisque du coup, tout déchet nécessite nécessairement de nettoyer, de démanteler, de vérifier pour d'ailleurs pouvoir utiliser et exploiter le produit, enfin le matériau en tout cas, ou le produit. Donc ça nécessite d'avoir des gisements récurrents et de standardiser la préparation. Donc on va avoir par exemple des acteurs qui vont s'installer juste à côté d'usines ou de déchetteries ou de zones de recyclage pour pouvoir avoir accès directement à un gisement sûr, ou alors qui se spécialisent par exemple, qui ont des partenariats avec des entreprises qui ont des déchets, des chutes de production ou des rebuts, et qui du coup ont la capacité de récupérer directement la production. On va avoir, et c'est en lien aussi avec cette pacification, l'idée c'est d'industrialiser les techniques de l'économie circulaire. C'est pas forcément opposer ces deux termes, justement au contraire, l'idée c'est de pouvoir permettre l'accès à tous à des produits en économie circulaire. Et du coup, je reviens un peu sur l'idée de valeur et de surcoût pour permettre en fait de donner accès à tous à l'économie circulaire. Et en fait, il faut qu'on applique certaines pratiques de l'industrie, notamment la standardisation, l'éco-conception, à l'éco-conception, au réemploi et l'upcycling. Donc ça, c'est très important. Ça ne veut pas dire qu'on va tous passer en industrialisation, mais ça veut juste dire qu'il faut qu'on ait des acteurs qui soient en capacité de produire en grande quantité et pas que ça fasse uniquement un principe d'artisanat, où là, en effet, on sera sur des coûts qui seront un peu plus élevés et on sera sur plutôt des petites séries que des grandes séries. Voilà. Ensuite, on va avoir donc un autre principe qui est intéressant, c'est le principe de l'économie locale et le cercle vertueux. C'est-à-dire qu'en fait, l'économie circulaire, en fait, c'est générateur d'emplois. C'est l'Observatoire des déchets d'Île-de-France qui avait identifié que pour traiter 10 000 tonnes de déchets, il faut une personne en incinération, il en faut 3 en enfouissement, il en faut 31 en centre de tri, mais par contre, il en faut 690 en emploi. Donc c'est considérable. Donc c'est là vraiment où on se rend compte que l'humain est très important dans les boucles d'économie circulaire et que vraiment le surcoût, il est sur l'humain, il n'est pas du tout sur la matière. Et du coup, ça fait une boucle vertueuse, c'est-à-dire que cet humain qui est utilisé, il va pouvoir aussi être rémunéré et donc plus facilement aussi également consommer de manière circulaire et responsable. Voilà, donc c'est vrai. Puis en plus, la plupart du temps, c'est vraiment une économie qui est de proximité immédiate. C'est très compliqué d'envoyer ces déchets à l'autre bout du monde et puis de les ramener. Enfin, on n'est pas sur un principe, c'est faisable, hein, mais c'est quand même pas très très vertueux. Et donc du coup, on gagne pas cet intérêt à le faire. Ensuite, autre élément intéressant, c'est la mutualisation des ressources. Donc j'en ai déjà un peu parlé. Ça se développe de plus en plus de mutualiser ces ressources pour gagner un peu en efficacité, en économie. Donc on va avoir par exemple les ressourceries qui aussi se créent, les matériothèques qui sont en train de se développer pour rassembler les ressources qui existent et avoir une facilité pour aller récupérer son matériel, ses matériaux nécessaires, comme si on allait à Leroy Merlin, mais version réemploi par exemple. Ensuite, on va voir les outils numériques. Donc, on l'a vu avec Bacassia, la marketplace qu'ils ont créée. L'idée, c'est de s'aider du numérique pour créer un écosystème et faciliter l'interaction. Le numérique, ça va aussi vous aider avec toutes les commandes numériques qui peuvent être créées, notamment sur la partie construction, fabrication. On va gagner en efficacité. Et enfin, dernier sujet, dernier levier, la sensibilisation, la formation. Donc, outre le fait que vous êtes là aussi dans ce cadre-là, pour que de plus en plus de monde soit sensibilisé à ce genre de sujet, on a de plus en plus de formations qui sont dédiées à ces sujets-là, vraiment des formations certifiantes notamment. Mais on a aussi, ces sujets sont de plus en plus intégrés à des formations plus classiques qui sont déjà existantes, que ce soit dans le monde du bâtiment, comme dans le monde de l'aménagement. C'est des sujets qui sont de plus en plus présents, avec par exemple des formations en design où on intègre l'éco-conception ou les matériaux biosourcés dans ces sujets. Voilà, donc il y a une vraie pédagogie à avoir, donc vous étiez là pour ça, donc je suis contente que vous soyez là. N'hésitez pas si vous avez des questions à ouvrir votre micro, et pour aller plus loin, si vous voulez, n'hésitez pas à aller sur l'ADEME, où là c'est une bibliothèque géniale sur l'information autour du développement durable. Il faut juste savoir ce que vous cherchez, sinon c'est un peu lourd, c'est une vraie bibliothèque.
Après, sur les sujets vraiment de bâtiment et d'économie circulaire et d'aménagement, vous avez un MOOC qui vient de se terminer cette semaine, mais une prochaine session, je pense, sera ouverte dans les prochains mois, qui s'appelle MOOC économie circulaire, qui a été créé par Les Canaux. Je pense que vous pouvez aussi retrouver sur la chaîne Les Canaux les vidéos avec des intervenants. C'est passionnant, j'ai pris quelques données auprès de ce MOOC parce que c'est vraiment très intéressant. Et donc, c'est vraiment spécialisé bâtiment et aménagement. Voilà. Et puis après aussi, si ça vous intéresse sur la partie plutôt mobilier et aménagement, vous pouvez aller voir mon site, donc Fairspace Aménagement, où toutes les semaines, à peu près, je publie un article autour de ces thématiques. Voilà. Pardon, le MOOC, c'était les canaux, c'est comment? Les canaux. Alors là, en fait, il faut juste que vous alliez sur mooc-économie-circulaire.fr, qui, en fait, ils ont réussi à avoir le lien directement. Mais c'est un organisme qui s'appelle Les Canaux, comme un canal. Voilà. D'accord, merci. Les Canaux, si je ne me trompe pas, c'est la mairie de Paris qui a lancé ça. C'est en partenariat avec la mairie de Paris, oui. Ouais. Alors, est-ce que certaines personnes ont... Enfin, est-ce que j'ai répondu déjà à toutes les questions, et je pense notamment à Clément sur la question du pouvoir d'achat ou autre. Est-ce que j'ai bien répondu? Est-ce que vous avez d'autres questions ou d'autres sujets? Si je peux rajouter un truc pour le pouvoir d'achat, je m'en rends compte tous les jours. On peut faire du très bon, très écolo, du 100% français. Le seul truc qui ne marche pas, c'est la gourmandise de marge qu'ont certains fabricants. Je me rends compte qu'en étant un peu plus sensé dans les marges qu'on pratique, on peut très bien être dans le marché, pas forcément plus cher qu'un autre produit et 100% écolo, quoi. Donc, il faut voir un peu ses priorités sur plein d'aspects, pas seulement sur les produits qu'on vend, quoi. C'est mon côté militant. Ouais, c'est vachement bien. Pardon, c'est Clément ici. Je voulais aussi étendre un peu ma question initiale par rapport aux organisations ou aux individus qui simplement n'ont pas forcément les moyens d'acheter de nouveaux vêtements, d'acheter de nouveaux meubles, qui ont ce choix de faire ce qui est bon pour l'homme et la planète, ou d'acheter la version pas chère chinoise. Et très souvent, ils vont dire moi j'aimerais bien faire ce qu'il faut, mais j'ai juste pas les moyens. Que ce soit de rénover ma maison avec des produits qui permettront de faire en sorte que ma maison soit une efficacité énergétique plus importante. Je suis basé au Royaume-Uni, ça c'est un truc qu'on voit, ça fait des années que le gouvernement met en place des politiques pour justement encourager ça, et ça reste catastrophique. Et en fait, il y a un blocage dans la tête dans la tête de chacun de nous entre oui, ce qu'on fait bien, et puis est-ce qu'on est capable de vraiment mettre soit d'y mettre le prix si on peut le faire, soit d'aller chercher les financements ou les mesures ou les options qui vont faire qu'on peut implémenter la bonne mesure. Alors, je vais essayer d'y répondre, mais pour moi, la réponse à ce problème-là, elle est plutôt auprès justement des acteurs. Il faut que la filière se développe pour que en fait, ça puisse être accessible. On se rend compte par exemple qu'avec l'essor des ressourceries, des recycleries, toutes ces choses-là, et l'essor notamment de tout ce qui est Emmaüs, au quotidien, en fait, l'occasion n'est pas forcément plus chère, au contraire, peut être très intéressante d'un point de vue tarif. C'est l'image qui a été le plus compliqué à faire passer, de se dire que c'est pas un problème d'acheter d'occasion, c'est pas un problème d'être radin ou de pas avoir les moyens. Après, en effet, sur les chantiers qui sont un peu plus importants, l'idée là, c'est à mon sens, de réussir à développer un marché qui soit existant pour qu'il puisse y vivre. Et ce que disait Thibaut tout à l'heure est tout à fait juste, c'est-à-dire que en fait, il faut qu'on réussisse aussi à
à mettre les marges là où il faut et à développer un marché qui puisse fonctionner. En effet, pour le moment, par exemple, si on fait appel si on souhaite par exemple acheter, je ne sais pas, moi, je dis un truc tout bête, une chaise, on peut l'acheter Ikea à pas très très cher, ou dans d'autres chaînes qui peuvent être encore moins chères d'ailleurs. Et on pourrait l'acheter ailleurs en version très design, mais pas forcément très écolo. On pourrait l'acheter en version écolo et design ou même tarif, mais on peut aussi l'acheter en version réemploi. Et dans ces cas-là, ça coûte aussi très peu cher au final. On est sur des tarifs qui sont différents. Alors je sais que pour le bâtiment, c'est un peu plus complexe, mais je pense que c'est complexe aussi parce que c'est moins développé, qu'on a aussi... on a aussi plus de difficultés sur l'aspect notamment sécuritaire, assurance, qualité, qui sont beaucoup plus incertaines aussi dans l'imaginaire commun. Si vous avez le choix entre acheter une moquette neuve ou acheter une moquette d'occasion, on va quand même se dire naturellement, c'est peut-être mieux d'avoir du neuf, c'est peut-être de meilleure qualité, et en plus, personne ne l'a utilisé. Enfin, il y a cette image-là dans le bâtiment qui est plus compliquée que dans le reste que dans d'autres secteurs en tout cas. Pour rebondir sur ça, Marion, il y a une chose que tu as dit qui est très vraie, c'est les développements des filiales. Pour prendre mon exemple avec mon fournisseur de plastique, en un an, on a divisé par 3 le coût du plastique dans mes chaises. Pour une simple raison, c'est ils ont réussi à se développer, à grandir et à améliorer leur outil de production et donc à réduire leur coût de production. Et je pense qu'aujourd'hui, s'il y a des grands industriels qui se lançaient à 200% dans les filières éco-responsables, on se rendrait compte très rapidement que les produits issus du réemploi, du recyclage, sont absolument pas plus chers que des produits neufs issus de production qui utilisent des ressources nouvelles. Ça, c'est une première chose. Et la deuxième chose, c'est qu'en France, et je l'ai réalisé, que ça soit un particulier pour une chaise ou un meuble, jusqu'à des industriels qui achètent des moules parfois à plusieurs centaines de milliers d'euros, le gros problème qu'on a, c'est pas un problème que français, c'est qu'on est obnubilé par le prix facial, le prix qu'on va acheter. On se dit, il y a une chaise à 50 euros, il y a une chaise à 100 euros, je vais prendre celle à 50 parce que c'est moins cher. Et on oublie tout ce qu'il y a derrière, on oublie la durée de vie du produit, on oublie plein de choses. Je prends un exemple pour montrer que ce n'est pas que un problème de portefeuille de particulier. Il y a une grande entreprise que je ne citerai pas qui avait approché un de mes partenaires qui fait de l'outillage industriel, des moules vraiment très développés. Et on va dire que le moule en France coûtait 200 000 euros et en Chine coûtait 100 000 euros. Ils ont donc acheté le moule chinois à 100 000 euros. Sauf que le moule est arrivé avec plusieurs semaines, voire des mois de retard, ce qui a mis en péril leur production. Et le moule arrivé sur place en France, ils ont vu qu'il y avait des défauts qui ont dû être repris par le prestataire français. Et donc, mis bout à bout, le moule était aussi cher en Chine qu'en France, sauf qu'entre les deux, ils ont perdu 6 mois de production. Donc en fait, il y a beaucoup de monde qui reste avec l'étiquette devant les yeux, ils se disent « Ah, c'est moins cher, donc je vais prendre ça ». Et ils oublient que une chaise fabriquée en France a peut-être ou je parle pour moi, mais a peut-être des produits beaucoup plus quali et va tenir peut-être 2 à 3 fois plus longtemps qu'une chaise chinoise achetée à 20 balles, quoi. Et c'est vrai que c'est difficile, je pense, de mettre un peu plus d'argent au début pour beaucoup de monde, mais après, ça peut être rentable très rapidement. Je voudrais ajouter aussi, donc je suis Alice Deloft, je travaille chez Habitat Humaniste qui fait donc du logement très social. Nous, c'est vrai que les projets qu'on va monter par notre foncière, qui seront plus développement durable, biosourcé, etc., notre objectif aussi est que justement les frais pour nos locataires soient réduits. Donc, comme vous dites, le premier prix facial est une chose, mais il faut voir la rentabilité sur le long terme. Et en effet, ce que ça représente aussi pour l'usage et l'économie que ça fait faire sur la durée. Voilà. Ouais. Dans le bâtiment, je pense que c'est un élément essentiel. Ouais. Mais c'est vrai que après, moi, je vois à titre personnel, pour rénover une maison, c'est un vrai parcours du combattant pour connaître déjà les aides, quelles sont les bonnes options à choisir en termes de bâtiment, et enfin trouver les bons interlocuteurs auprès des artisans, qui, même s'ils sont RGE, savent très très peu de choses sur les produits qu'ils font. Et voilà. Donc, je crois que l'aspect formation
me semble vraiment essentiel. Ouais. Après, moi, je suis Caroline, donc moi, je suis consultante en RSE, développement durable, et j'accompagne les entreprises. Moi, très engagée dans la RSE depuis plus de 10 ans, forcément, j'ai envie de développer tout ça. Et ma question, c'est vraiment effectivement les leviers pour inciter les entreprises à y aller. Alors, on a le côté, tous autour de la table, je pense ici, un peu volontaire, militant à vouloir y aller. Évidemment, on met un peu des notions, enfin pas qu'un peu d'ailleurs, des notions économiques derrière pour faire voir un peu la big picture et voir que ça peut être rentable. Après, moi, je cherche vraiment des leviers pour convertir les entreprises. Moi, je vois là, il y a une direction qui va déménager ses bureaux. Quand je lui parle de ça, il trouve ça super sympa, mais on va tout faire avec Steelcase, quoi. D'ailleurs, bon, Steelcase, ils font aussi l'éco-conception des trucs. Mais bon, bref, on reste dans le schéma ancien. Et du coup, à côté de ça, j'accompagne aussi des entreprises sur donc, un enjeu majeur qui est en train d'accélérer énormément en ce moment. C'est complètement fou. Donc, la transition carbone. Donc là, on a fait le lien avec la loi économie circulaire. Et ma question, c'est, est-ce que l'un d'entre vous est au courant du lien qui peut être fait entre ça et la SNBC, donc la stratégie nationale bas carbone? Parce que du coup, quand on fait le bilan carbone d'une entreprise, alors ça dépend de la nature de son activité, si c'est une usine, ce qu'ils produisent, ce qu'ils utilisent, tout ça. Mais il peut se trouver que la partie liée au bâtiment, alors souvent ça va plus être lié aux produits, hein, mais il peut arriver que la partie liée au bâtiment, donc son fonctionnement, alors que ce soit les murs, hein, et puis le fonctionnement comme ce qu'on y met dedans, donc le mobilier, peut-être les éléments, en tout cas des éléments clés de l'empreinte carbone. Donc après, si on arrive à faire un lien pour dire, bon bah voilà, vous avez votre empreinte carbone, c'est ça, une majeure partie est liée au bâtiment et à ce qui se trouve dedans, mobilier. Vous vous inscrivez dans une trajectoire de degrés. Donc, vous voulez réduire votre empreinte carbone. Et pour ça, on a un levier qui est eh bien, tout cet aménagement à travers l'économie circulaire du bâtiment ou de ce qu'on met dedans. Et c'est là où moi, je n'ai pas ce lien, en fait. Je ne sais pas si vous, dans ce que vous constatez, dans vos réflexions sur le bâtiment, avec vos partenaires et tout, il y a le lien qui se fait avec la SNBC, notre stratégie nationale bas carbone. Alors moi, de mon côté, je n'ai pas besoin actuellement de faire le lien. Je vais peut-être plutôt répondre sur la première partie qui était comment essayer d'engager les entreprises. En effet, ce n'est pas forcément évident. Alors, suivant les entreprises, il y a plusieurs enjeux. Bon, il y a en effet l'enjeu économique parfois qui est quand même identique. En fait, on va avoir, soit on va pouvoir faire des économies, soit on va être au même prix et donc autant plutôt acheter durable. Donc il y a cet aspect-là, mais il y a aussi toute la notion la majeure partie des entreprises désormais, en tout cas les grands groupes, ont l'obligation d'engager les reportings extra-financiers, les bilans carbone, etc. Et donc du coup, c'est sur ces aspects-là que l'on peut inciter. Beaucoup ont désormais des chartes sur les achats responsables, et quand on leur dit que leur mobilier ou leurs aménagements peuvent rentrer, en tout cas le coût qu'ils ont apporté à ça, peuvent rentrer dans ces achats, ça permet de faire un énorme bonus parce que souvent, mettre en place un nouvel aménagement, ça a quand même un certain coût et c'est quand même assez. Ça a été pensé en amont. Et donc, du coup, si c'est des sujets qui sont plutôt des accords qui sont faits en euros, et ben là, ils gagnent assez rapidement sur le sujet. Après, il y a aussi un sujet que avec Fairspace, j'essaye de répondre, c'est-à-dire qu'actuellement, on a énormément d'acteurs dans le monde du mobilier, du bâtiment également, mais je ne suis pas l'experte sur le sujet. Et donc là, l'idée, c'est de se dire qu'on n'a qu'un seul interlocuteur. Et donc, du coup, en fait, au lieu d'avoir plusieurs interlocuteurs différents, plusieurs fabricants différents, on reste sur le modèle classique qui est je vais m'adresser à Steelcase, mais on ne s'adresse pas à Steelcase, on s'adresse à un interlocuteur unique qui s'occupe d'être le distributeur pour le mobilier. Et ça permet en fait de ne pas avoir une perte de temps et de ne pas avoir de changement d'habitude sur ce niveau-là, en fait. C'est-à-dire que l'entreprise, elle n'a pas besoin de changer d'habitude, elle change juste de fournisseur. Et elle ne va pas avoir d'habitude différente par rapport à ça. Donc ça, c'est assez intéressant.
En tout cas, j'y crois puisque du coup, je l'ai créé. Mais du coup, c'est une des réponses, même si c'est pas la seule, c'est une des réponses qui peut permettre d'engager un peu plus les entreprises. Et après, il y a aussi l'image qui peut pousser certains collaborateurs à aller vers une entreprise ou vers une autre, ou certains consommateurs à aller plus vers une entreprise ou vers une autre. C'est aussi l'image employeur et l'image de marque que peut avoir l'entreprise. Sur la deuxième partie, je suis un peu moins experte. Donc là, je préfère laisser, si quelqu'un a une réponse à apporter, donner une réponse dessus. Merci. Est-ce que vous avez d'autres remarques? En tout cas, il n'y a pas d'expert, je pense. A priori, non. Ouais. Désolé, Caroline. Pas de souci, c'est un chantier ouvert pour une prochaine. Il y a Alice qui dit en commentaire, finalement, ce sont les politiques publiques qui permettent d'accélérer les choses. Oui, et c'est pour ça que c'est important, quand je disais dans les enjeux, enfin dans les leviers, le sujet de la commande publique, en effet, ça incite véritablement, et ça permet aussi aux interlocuteurs d'être capés pour pouvoir répondre derrière. C'est-à-dire que quand il faut répondre à un appel d'offres public, une fois qu'on a réussi à répondre à un appel d'offres public, on est capable de répondre à un appel d'offres privé plus classique. Et en fait, c'est aussi ça l'intérêt, c'est que derrière, quand on a réussi à remporter un appel d'offres public, ça aussi permet de donner de la confiance aux autres entreprises plus privées qui peuvent avoir plus de difficultés à accorder leur confiance sur certains sujets. Bien. Est-ce qu'il y a d'autres questions? On a encore 10 minutes devant nous. Peut-être un détail, Marion, pas spécifique sur le sujet, mais est-ce que tu vas partager le support de présentation? Oui, je partagerai. Alors, je suis désolée, il n'y a pas les commentaires, toutes les informations que j'ai données, mais oui, je le partagerai. Vu qu'il y a la vidéo, vous pourrez retrouver quelques informations. Et j'y ajouterai notamment le nom du fonds. Enfin, j'essaierai de le retrouver en tout cas, le nom du fonds qui a été cité. Ok. Ouais. Au revoir, Alice. Bonjour. Tu veux partir? Oui, Étienne, vas-y. Ah, pardon. Étienne, c'était très intéressant. Excusez-moi, j'étais un petit peu aussi pris par l'activité en parallèle, donc je n'ai pas pu tout de suite répondre aux questions débat. Donc moi, je suis directeur en fait d'une société de distribution multifabricant, comme le modèle que vous citiez, Format Design en Bretagne. Et effectivement, alors il y a plusieurs débats. C'est vrai que nous, on est sur une offre assez haut de gamme et on est parti d'une offre particulière. Et depuis 15 ans, on va dire, on a évolué vers une offre professionnelle assez naturellement. C'est une entreprise familiale, hein. On représente des entreprises italiennes. Alors, on n'est pas que franco-français, mais c'est France, Italie, Suisse, Allemagne et un peu du Benelux. Et c'est vrai qu'il y a beaucoup de choses. Un des détails qui a été dit tout à l'heure, parce qu'on a cité Steelcase ou du mobilier design, c'est vrai que design est un adjectif qui a été extrêmement galvaudé récemment. Alors, je ne vais pas tilter non plus trop dessus, mais normalement, quelque chose de design, c'est quand même quelque chose de réfléchi. Et ce n'est pas le courant esthétique qu'on nomme design, c'est-à-dire mettre une chaise transparente ou une chaise blanche au milieu d'une pièce blanche. Ce n'est pas ça le design. Et normalement, ce qui est dommage, c'est que maintenant, on va remettre de l'éco-conception, on va remettre des approches systémiques, il y a tous ces termes qui, normalement, en tout cas au mouvement du Bauhaus, en sortie d'après-guerre suite aux Seconde Guerre mondiale, le manque de matières premières qu'on avait, c'était ça le design, c'est ça l'essor. Ça a d'abord été une première phase, début de l'ère industrielle, on a découvert l'industrialisation, le design est né. Le design, c'est de définir un process à partir des besoins sur tout le cycle de vie d'un produit. Et donc, ça a plus d'un siècle. Ça accompagnait la vocation de l'humain de plus travailler. Et il y a eu une deuxième phase suite à l'après-guerre où on a beaucoup produit, on n'avait plus beaucoup de matières premières. Donc, est venu par exemple le mouvement Bauhaus, où le but était de designer des produits qui utilisaient le moins de matière et qui mettaient beaucoup plus dans la valeur la matière grise humaine que la matière première. On n'allait pas gaspiller, on essayait d'avoir un tube, on lui donnait une torsion, on ne voulait pas de fragilité, donc on préférait un tube moulé avec torsion plutôt qu'un point de soudure qui pouvait être un point de faiblesse et de rupture, etc. Et c'est des choses qui disparaissent parce que maintenant, le design est beaucoup plus intrinsèque au produit.
que dans l'esthétique. Et nous, on travaille souvent avec des architectes pour des appels d'offres, qu'ils soient publics ou privés, et on est souvent avec la problématique de la variante. C'est-à-dire te dire, on a vu ça, ça répond, mais c'est un petit peu cher. Est-ce qu'on pourrait faire différemment? Et j'arrive souvent quand même en termes de coût à rappeler, c'est quelque chose qui s'oublie, la valeur d'un produit, notamment à la durée. Alors, le premier ennemi que j'ai, c'est le comptable. Quand j'étais à l'ESCA, j'ai fait de la finance, donc j'étais mon propre ennemi. J'ai fait contrôle de gestion avant d'aller vers là et puis de la finance. Mais c'est ne serait-ce que la durée d'amortissement d'un meuble. Généralement, c'est 5 ou 7 ans sur une entreprise. Nous, on a des produits qu'on garantit 12, 15, 20 ans, voire à vie. Et c'est ça qui est souvent oublié. C'est-à-dire que j'aime beaucoup et je regarde de près l'upcycling parce qu'il y a beaucoup de choses à faire et à réparer. Mais je trouve que un des gros problèmes, c'est que de se dire, et pourtant, je pense que si je regarde dans ma base de données, je travaille avec 600 fabricants, j'ai 600 catalogues tarifs, c'est énorme et on a sélectionné de façon très pointue les fournisseurs avec qui on travaille. Quand on va au salon de Milan ou à Cologne, il y en a des dizaines de milliers, c'est complètement impressionnant. Je ne comprends toujours pas comment ça se passe, mais je m'égare un peu. On allait… Oui, pardon, le mobilier neuf, parce que c'est vrai qu'il y a tout l'upcycling, mais est-ce que vous ne trouvez pas, vous avez cité Ikea, et Ikea a quand même un bon business model, il y a l'aspect upcycling, mais est-ce qu'il n'y aurait pas aussi de rendre plus qualitatif le mobilier neuf qui est mis sur le marché? Et là, on rentre plutôt dans l'éco-conception et l'éco-responsabilité. Alors, l'éco-responsabilité, si on prend tous les fournisseurs qui se disent éco-responsables, on a un peu de tout et de rien. Ouais. J'ai vu l'autre jour un bureau écologique qui était dans un plateau mélaminé, donc absolument pas écologique. Donc, bon, on a un peu de tout. Mais par contre, l'éco-conception, tout le monde peut avoir une démarche d'éco-conception. Mais un produit éco-conçu, c'est protégé par la loi. Et donc, en fait, ça nécessite de se faire certifier. Et en fait, du coup, là, on a une garantie de qualité. Quand on a un produit éco-conçu, on a une garantie de qualité sur le produit et sur le cycle de vie du produit, notamment, qui est très intéressante. Après, je suis d'accord avec le fait que moi, quand je compare Ikea avec un autre produit, c'est pas forcément avec un produit issu du réemploi ou upcyclé, c'est aussi par rapport, en effet, à un produit de qualité. Et en fait, c'est extrêmement important désormais de donner de la transparence aux consommateurs sur ce qu'ils achètent et là aussi de leur donner ce qu'on disait, ce que je disais tout à l'heure, de leur donner la capacité à savoir ce qui est de qualité et ce qui ne l'est pas. Parce que c'est aussi un point qui est important. Tout le monde ne va pas savoir que un mélaminé, c'est à base de solvant, que l'acier, c'est recyclable. Et encore, il y a des choses qui sont un peu plus complexes. Mais voilà, il y a toutes ces choses-là. L'acier, l'aluminium, les points. Voilà, en fait, il y a énormément de choses il y a aussi un pouvoir de pédagogie à faire et de sensibilisation pour donner le pouvoir aux consommateurs de savoir que, par exemple, c'est cliché, mais un meuble Ikea ne sera pas forcément d'aussi bonne qualité qu'un autre produit, mais est-ce que cet autre produit est vraiment bien? Et en fait, il faut savoir, il faut qu'ils sachent, qu'ils aient ces notions-là, que du bois massif, en effet, c'est de bonne qualité. Par contre, c'est plus lourd, ça a d'autres inconvénients. Il y a toutes ces choses-là qui sont compliquées. Et pour moi, la réponse, c'est vraiment la sensibilisation et de donner le pouvoir aux consommateurs sur ces sujets-là. D'accord. Parce que pour nous, la marque la plus écologique qu'on distribue, c'est USM. Et c'est vrai que souvent, quand on a une démarche qu'on doit avoir, un client vient me voir pour faire des bureaux, un siège social, ils sont 300, 400, ils disent nous, on doit être écologique, on veut du bois, on veut des choses. Bon, déjà, on a un problème de déforestation dans le monde. Est-ce que couper plus de bois, c'est une démarche écologique? Je ne suis pas sûr. On a des fabricants qui ont leur propre forêt qui repoussent, etc. Mais c'est vrai qu'il y a des choses, si on peut utiliser des matériaux existants recyclés et recyclables, mais au maximum recyclés, c'est très bien. Après, une des problématiques que j'entends en tant que chef d'entreprise et les autres en chef d'entreprise, ça va être de me dire, si j'arrive avec un produit et que je vais dire, ce produit peut durer 70 ans. OK, je pense que 2020 est un bon exemple. Il n'y a pas beaucoup d'entreprises qui sont capables de dire comment ils vont être structurés dans 5 ans. Donc là, en ce moment, investir, c'est hyper compliqué. Et donc, pourquoi moi, le design va arriver, c'est que par exemple, USM, toute la forme, par exemple, première chose, on vient chez nous et on se dit c'est au MoMA, c'est un produit de l'art, etc. Là, vraiment, la forme sert la fonction.
C'est-à-dire que les tubes vont être chromés parce qu'un acier chromé, comme vous l'avez dit, l'acier extrêmement recyclable et chromé, c'est ce qui protège le tout. On va être sur des tôles d'acier qui vont être recyclées et recyclables. Toutes les laques vont être sans solvant, sans rien. On n'est que sur du métal pour une très grande résistance. Nous, on a des clients, effectivement, qui ont des meubles USM. Et donc, pardon, le maître mot, donc USM, vous pourrez aller voir cette marque, par exemple. C'est un exemple comme un autre, hein. Mais c'est contre-intuitif en termes d'écologie parce qu'on voit un meuble coloré, en métal, et il est labellisé Cradle to Cradle, Silver ou Gold, je crois, et ce qui est extrêmement difficile déjà d'avoir Cradle to Cradle, et en plus de dépasser le bronze pour un statut de mobilier. Généralement, ils sont en bronze, Herman Miller, Steelcase, des choses comme ça. Et en plus, c'est un outil, c'est un Lego. C'est-à-dire que c'est un meuble, on en fait une table basse, on en fait un meuble à roulettes, on en fait un bureau, on en fait une bibliothèque, on en fait un mur, on en fait une cuisine, on fait ce qu'on veut. Et non seulement on peut le dessiner de façon complètement modulable au moment de la commande, mais en plus, si on veut le changer tous les 6 mois, on le fait. C'est-à-dire que nous, dans notre showroom, par exemple, notre grande bibliothèque d'archives pour tous les matériaux, on a déménagé et on l'a transformé le meuble, on l'a scindé en 3, on a enlevé les tubes, etc. On en a fait 2 banques d'accueil, un meuble personnel pour chaque employé, puis ensuite on a redéménagé, on a fait une plus grosse banque d'accueil centrale au milieu de la pièce et on a refait un meuble. Et ça, c'est intéressant aussi, c'est-à-dire que la matière première, que les connecteurs, c'est au nanomètre, etc., sont solides, ça soutient 350 kg, donc on peut avoir des petits produits où la matière première va durer, le produit va durer, mais la modularité fait que l'usage va toujours être répondu. On le voit, nous, quand on faisait des bureaux il y a 10-15 ans, avant les écrans plats, il fallait des bureaux de 90 cm, de 1 mètre de profondeur. On est à 80, maintenant la tendance est à 60. Pour ça, sur le bureau, on ne sait pas faire. Comment rendre les choses modulables. Et un des points les plus écologiques, et c'est ce qui peut être compliqué avec l'upcycling en tout cas, mais il y a toujours des produits qui ne pourront pas l'avoir, mais pour moi le plus écologique, c'est quelque chose de modulable, c'est-à-dire que le produit dure, mais l'usage dure, parce que c'est le plus modulable possible et ça répond à tous les besoins, à tous les usages. Merci beaucoup pour cette dernière intervention. Là, il est 30, donc je me permets d'intervenir pour vous souhaiter, déjà vous remercier et puis remercier Marion qui a bien géré cette présentation avec beaucoup de félicitations tout au long du fil. Il y a pas mal de gens qui sont partis en cours de route, mais qui laissaient des petits mots en disant que c'était très bien fait, très bien présenté. Donc merci beaucoup Marion d'avoir pris le temps de nous parler de tout ça. Merci à toutes et à tous d'avoir posé vos questions. Donc Marion va revenir vers nous avec le compte-rendu. Et donc, on vous souhaite une bonne après-midi. Marion, je te laisse quand même le mot de la fin. C'est toi qui as tout fait. Donc, merci Vincent. En tout cas, merci beaucoup d'avoir été là et d'avoir répondu présent et d'apprécier ce que j'ai conçu. C'est toujours un plaisir d'échanger sur ces sujets. Donc, je vous confirme, j'enverrai la présentation, les 2 petites informations en plus. Et puis, si jamais vous avez besoin, vous n'hésitez pas, à la fin de la présentation, il y a mes coordonnées. Donc, si vous avez des questions ou envie de prolonger les échanges, je suis aussi disponible. J'adore ce sujet, donc pas de problème pour des échanges là-dessus. Merci beaucoup. Bon après-midi à tous. Au revoir, bon après-midi. Marion? Oui. Ouais, on va laisser les participants se déconnecter. Félicitations, c'était vraiment canon. Tu peux